Bonne journée à tous. L'histoire commence par Marc, qui, dans son propre espace mental appelé le noyau d'âme, parvient enfin à retrouver l'essence vitale de Maïa. En utilisant une technique spéciale semblable à un battement de tambour énergétique, Marc réussit à expulser l'essence de Maïa hors de son noyau d'âme. Son énergie de vie retourne immédiatement au village du Dragon Blanc et s'intègre exactement comme prévu dans l'appareil où elle devait être stockée. Dans les quelques instants qui lui restent, Marc raconte alors à Eren une vérité bouleversante: dans le monde réel, Eren est déjà mort. Mais, même si Marc ne sait pas encore s'il pourra un jour le ramener à la vie, Eren peut au moins continuer d'exister dans son noyau d'âme. Pour l'instant, c'est le meilleur dénouement possible pour eux deux. Cependant, dans ce même espace intérieur, Marc ne tombe pas seulement sur l'être qu'il aime. Il fait aussi face à une créature colossale, gigantesque, dont il ignore tout. Mais la violente migraine qu'il ressent lui révèle qu'un lien profond les relie. Et c'est précisément à cause de cette connexion que le système principal du Lumen, la grande tour volante, a été piraté, provoquant sa chute brutale vers le sol. Heureusement, grâce aux efforts de chacun, la tour finit par s'auto-sauver, elle se stabilise à basse altitude et échappe de peu à la catastrophe. Exactement au moment où le piratage cesse, les signes vitaux de Marc reviennent. Personne ne comprend ce qu'il s'est passé, sauf le patron BAI, qui a très bien saisi. Toutes les créatures du marché vivant remettent leur essence de vie à la fleur-mère, en échange de leur évolution. Et cette fleur-mère n'est autre que l'entrée du puits céleste, le lieu indispensable pour libérer définitivement l'humanité. Dans l'esprit du patron BAI, une seule personne possède la capacité d'atteindre cet endroit, Marc. Pour tout leur expliquer, il emmène son groupe au cœur de la tour de brouillage, où se trouve justement la créature gigantesque que Marc a vue dans son noyau d'âme. Le patron BAI révèle. Cette entité, c'est le Protomana, un organisme originel vivant depuis plus de 250 millions d'années. Il émet un champ magnétique biologique que les bêtes du marché interprètent comme un signal. Ici, il n'y a pas d'humain. C'est en s'appuyant sur ce phénomène que le patron BAI a pu créer la tour de brouillage, protégeant ainsi le village du Dragon Blanc depuis des années. La vision de ce titan ancien laisse tout le monde stupéfait, sauf Lune BAI, qui ressent une profonde nostalgie. Des années plus tôt, lorsqu'il a vu le Protomana pour la première fois, son ventre semblait abriter un univers entier. Son père l'avait découvert dans une fosse océanique. Pendant un an entier, la créature était restée pleine de vitalité. Avec une potion secrète laissée par son père, Lune BAI avait activé AESIS, l'intelligence artificielle la plus puissante jamais conçue. AESIS avait expliqué que pour éradiquer les vignes dévoreuses, il fallait connecter son réseau au cerveau du Protomana. Comprendre l'essence de cette créature était la seule voie pour sauver l'humanité. Avec l'aide de Lune BAI, le cerveau du Protomana fut ouvert, et AESIS déploya ses tentacules pour établir le lien neuronal. Mais en un instant, une masse d'informations inimaginables se déversa vers l'IA. Ils avaient sous-estimé l'entité. Si AESIS pouvait absorber ces données, alors le Protomana pouvait absorber toutes les données humaines contenues dans l'IA. En quelques secondes, AESIS fut terrassé par un violent contre-coup. À ce moment critique, GRY, le tout premier maître de cité, pénétra dans le laboratoire. Il captura Lune BAI et emporta AESIS ainsi que le cerveau du Protomana. Il installa ce cerveau dans la tour Lumen pour créer le système Coreto, un système qu'il ne parvint pourtant jamais à comprendre réellement. Quant à Lune BAI, il survécut miraculeusement grâce à son casque protecteur. Alors qu'ils pensaient tous leurs efforts réduits à néant, il entendit soudain une voix. En la suivant, il découvrit à l'intérieur de la boîte crânienne du Protomana, un nourrisson. Un enfant né directement dans le cerveau de l'entité. Il le nomma Elusheng, celui né dans la lumière. De retour au présent, le patron BAI révèle l'impensable. Marc est le clone de Elusheng. Il porte dans son corps les gènes du Protomana. C'est pour cela qu'en voyant l'entité dans son noyau d'âme, leur lien s'est immédiatement réveillé. En tant que mère, le Protomana ne blesserait jamais Marc. D'ailleurs, lorsque Marc se trouvait encore dans la tour Lumen, c'était le cerveau du Protomana qui activait le système central et empêchait les crises. Personne n'avait compris pourquoi il suffisait que Marc approche du cerveau pour que celui-ci s'active. C'était la cause de la récente chute de la tour. C'est ce lien unique qui a poussé le patron BAI à faire de Marc son ultime espoir. S'il apprend à maîtriser la méthode du flux intérieur, alors Marc pourra entrer dans le puits céleste. Et peut-être sauver toute l'humanité. Matic.
Autrefois, Liu Sheng avait trahi l'humanité, et aujourd'hui, Mark est lui aussi un facteur instable. Le patron BI mise tout sur une seule hypothèse, que la conscience humaine de Mark ne soit jamais submergée par l'écosystème de Mana. Car si Mark perd son humanité en s'approchant du plérum total, il deviendra un second Liu Sheng. L'humanité ne serait pas sauvée, elle perdrait même son ultime lueur d'espoir. Tout le monde sait à quel point les conséquences seraient terribles. Mais, dans le cœur du patron BAI, une vérité s'impose, le temps de Liu Sheng touche à sa fin. Cette étape, il faut la franchir, qu'on le veuille ou non. Ces paroles plongent l'une BAI dans le silence. Il sait que ce choix est irréversible. Alors, il sort un détecteur, avec lui, chacun pourra surveiller en temps réel le degré de connexion entre Mark et le proto-mana. Pendant ce temps, la situation du côté de la tour Lumen est loin d'être brillante. Jingnian a compris la cause de la chute, certes, mais remettre la tour en altitude est une autre affaire. Le maire Charles convoque alors le docteur Gary et le général des forces défensives, Sanjay. Sanjay formule une demande simple, récupérer toutes les armes disponibles afin de préparer la défense contre les créatures du marché. Mais les exigences de Gary sont bien plus dérangeantes. Il diffuse une vidéo où l'on voit un porte-lumen, une forme de combattant amplifié, massacrer en quelques secondes une bête du marché de haut niveau. La puissance est indiscutable, presque monstrueuse. Mais pour activer un porte-lumen, il faut des cobayes vivants. Jusqu'ici, Gary ne recevait que des patients atteints du syndrome cardiaque Xienong. Or, ces sujets sont systématiquement rejetés par le système, dès qu'ils fusionnent avec l'armure, leurs corps sont déchiquetés, pulvérisés de l'intérieur. Alors Gary demande désormais des cobayes, en parfaite santé. À ces mots, tout le monde retient son souffle. Face au chaos de cette dispute, Charles, épuisé par la maladie, intervient. Il accorde à Sanjay toutes les armes et lui ordonne d'organiser immédiatement la défense armée autour de la tour. Puis il charge Jingnian d'étudier le cerveau du proto-mana et de trouver une réponse. Il l'autorise même à contacter l'ancien maître de cité, Morgan. Enfin, Charles accepte les expérimentations humaines du docteur Gary. Il ne sait pas ce qui fonctionnera, mais il sait une chose, lui et la tour sont à court de temps. Jingnian part retrouver son père, Morgan, qui joue aux échecs avec le commandant des forces terrestres, Victor. Morgan, rongé par l'Alzheimer, ne reconnaît même plus ses proches. Il confond Victor avec Gry, le premier maître de cité. Et sa propre fille adoptive, Jingnian, il la prend pour son épouse défunte, Merve. La scène brise le cœur de Jingnian. Victor lui explique que si Charles a maintenu Morgan ici, c'est parce que Merve avait décoré cette pièce autrefois. Il espérait que l'environnement aiderait Morgan à retrouver quelques souvenirs. Mais Jingnian n'est pas venu seulement pour voir son père. Elle a une question essentielle, en reliant un cerveau humain au généocerveau, pourrait-on accéder à ses secrets internes? Même s'il a perdu beaucoup de mémoire, Morgan n'a jamais oublié l'horreur du généocerveau. Victor rappelle un fait marquant. Lorsque Mark, devenu chimère, a absorbé l'essence de vie de Eren, le généocerveau Cloto a lui aussi manifesté des déformations inhabituelles. Le lien mystérieux entre les deux entités demeure inexplicable. Victor conseille alors à Jingnian d'aller consulter Flynn, l'archiviste. Peut-être trouvera-t-elle de nouvelles pistes. Au moment de partir, son père l'attrape par la main. Regardant une vieille photo où ils apparaissent tous les quatre, Jingnian fond dans les bras de cet homme qui a tout sacrifié pour la tour. Pendant ce temps, la tour se prépare aux impacts de sa chute. Même en basse altitude, la distance avec le sol reste dangereuse. En observant au télescope, les troupes de champ voient un spectacle qui les paralyse d'effroi. À ce stade, la tour Lumen est encerclée de toutes parts. Le maire Charles, gravement malade, nourrit un dernier désir, si les expériences du docteur Gary fonctionnent, il veut lui aussi entrer dans un corps de porte Lumen. Plutôt que d'attendre la mort, il préfère jouer son va-tout. C'est sa dernière contribution à la survie de la tour. Mais même si le porte Lumen est activé, rien ne garantit qu'il obéira à la tour. Charles pourrait devenir n'importe quoi. De son côté, Jingnian ignore totalement l'histoire véritable du généocerveau, contrairement au patron BAI. Si elle se lançait, de son propre chef, dans une connexion neuronale avec l'entité avant que Mark n'entre dans le plérum total, elle risquerait de condamner la tour à une destruction irréversible. Le patron BAI mise tout sur Mark. La tour, elle, utilise tous les moyens possibles pour survivre. Leur lien est complexe, chaotique,
presque insoluble. Pour survivre, la tour doit ramener Mark. Pour vaincre les bêtes du marché, l'humanité doit remettre Mark entre les mains du patron BAI. Mais si Mark sauve l'humanité, la tour perdra sa raison d'exister, son pouvoir s'effondrera en un instant. Ce n'est pas seulement une guerre de survie. C'est un jeu de pouvoir au sein même de la tour. Et Mark, ce pion essentiel, devra faire face aux choix les plus inévitables. Quelle sera la nature de son destin? Nous le saurons bientôt. L'épisode 7 de la saison 2 des Dragons d'Argent s'achève ici. Pour ne rien manquer des prochains résumés, n'oubliez pas d'appuyer sur suivre et à bientôt pour la suite de l'histoire.